Archives nationales, Paris, 12 mars 1968. La pluie fine battait les hautes vitres et noyait la cour intérieure dans une brume grise, comme si la ville elle-même voulait étouffer ce qu'on conservait ici. Sous une lampe verte vacillante, l'archiviste Paul Desmarais déplaçait des caisses en bois marquées d'un tampon sec, classées, ne pas ouvrir sans autorisation. La plupart ne contenaient que des registres administratifs, des inventaires sans âme, des listes de matériel. Puis il vit un coffret différent, plus ancien, plus lourd, scellé d'un ruban de cire brune où l'on distinguait un aigle allemand brisé. Paul consulta l'inventaire. Aucun numéro, aucun intitulé, juste une mention tremblée, presque effacée. Bloc 17, témoignage récupéré 1945, à ne jamais divulguer. Son cœur se serra. Il connaissait la rumeur de ces dossiers interdits de l'occupation, ceux qu'on garde fermés non par oubli, mais par honte. Il brisa le sceau. Le couvercle s'ouvrit en libérant une poussière rance, froide, et l'odeur sèche du papier qui a survécu à trop de silence. À l'intérieur, une liasse de feuilles jaunies, quelques photographies floues, un carnet déchiré, et tout au-dessus, un rapport dactylographié daté du 18 août 1945, signé par un lieutenant-colonel des forces françaises de l'intérieur. Paul prit le document avec une précaution presque religieuse. La première phrase, tapée à l'encre fatiguée, le frappa comme une lame. Ce qui est arrivé aux femmes du bloc 17 dépasse l'imagination. Aucune n'a survécu assez longtemps pour témoigner entièrement. Ce dossier doit rester clos, pour leur dignité, pour notre honte. Paul sentit ses doigts se refroidir. Il tourna la page. Une carte rudimentaire des Ardennes, un point noir, une annotation. Vallée de la Houille, carrière abandonnée, centre disciplinaire camouflé, méthode non documentée. Il plongea plus loin dans le coffret et en sortit un petit carnet au cuir craquelé. Sur la couverture, un prénom griffonné au crayon, Marie. Il l'ouvrit. Une page arrachée, une autre tachée, puis une ligne presque intacte, écrite comme un dernier souffle. Si quelqu'un lit ce carnet, alors le bloc 17 n'est plus silencieux. Nous étions 3, et ce qu'ils ont fait, Dieu seul peut encore le regarder. Paul resta immobile. Il comprit qu'il venait d'ouvrir un tombeau, non pas de pierre, mais de mémoire. Et les mots suivants, comme une porte qu'on ne peut plus refermer, le conduisirent à Villers-en-Ardennes le 7 novembre 1943, là où 3 femmes avaient disparu sans laisser de traces. Jeanne Morel, Anne Vasseur et Marie Allard. Villers-en-Ardennes, 7 novembre 1943. Le froid tombait tôt, un froid qui semblait venir de la terre elle-même, et dès 17 heures, les ruelles bleutaient sous une pénombre humide, seulement percée par des lampes à huile derrière des volets clos. Dans ce village, la peur ne criait pas, elle chuchotait, elle se glissait dans les haies, sous les portes, jusque dans la respiration. Ce soir-là, 3 femmes marchaient d'un pas rapide le long d'une route forestière, sans se regarder trop longtemps, comme si un regard pouvait déjà trahir. Jeanne Morel, couturière et agente de liaison, avançait en tête, la mâchoire serrée. Anne Vasseur, institutrice suspendue par l'autorité d'occupation, gardait son écharpe montée jusqu'au nez. Et Marie Allard, infirmière de 22 ans, portait des messages codés cousus dans la doublure de son manteau, avec cette sensation d'avoir un secret vivant contre la peau. Elle ne devait pas revenir au village, seulement traverser la lisière et rejoindre un contact, puis disparaître dans la nuit comme on éteint une bougie. Elles n'en eurent pas le temps. Un projecteur jaillit d'un coup, blanc et violent, coupant l'obscurité comme une lame. Une voix claqua en allemand, sèche, sans colère, comme une consigne déjà répétée 100 fois. Des silhouettes sortirent des sapins, méthodiques, alignés, fusils levés non pour menacer, mais pour empêcher l'idée même de fuir. Ce n'était pas une patrouille, c'était une embuscade préparée. Jeanne fut plaquée contre un tronc, l'écorce lui râpant la joue. Anne tenta un pas de côté, juste un réflexe, et une main la ramena au sol avec une efficacité sans émotion. Marie resta figée, les yeux rivés au givre, le souffle court, consciente que le moindre mouvement aggraverait tout. Un officier s'avança,
manteau sombre, bottes impeccables, regard de marbre. Il sortit un carnet, lut 3 noms sans lever les yeux, comme s'il annonçait des objets saisis, puis referma d'un geste sec. Ordre supérieur. Transfert immédiat. Bloc 17. Ce nom n'appartenait à aucun camp connu, à aucune liste officielle, et c'est précisément ce qui le rendait terrifiant. Un soldat fouilla la doublure du manteau de Marie, découvrit les papiers, esquissa un sourire minuscule, pas humain, puis fit signe. On les lia, on les poussa, on les fit monter dans un camion bâché. Au moment où la bâche retomba, Marie aperçut, derrière un volet entr'ouvert, le regard d'une vieille femme du village. Le volet se referma doucement, sans un mot, comme si la vieille savait déjà ce que signifiait ce nom. Le trajet dura des heures, des virages brutaux, des montées et des descentes, des routes que personne n'emprunte, et l'obscurité effaçait leurs repères. Enfin, le camion s'arrêta, non devant une caserne, mais au fond de la vallée de la Houille, devant une carrière abandonnée où les falaises grises enfermaient le vent et étouffaient les sons. Entre 2 parois rocheuses se dissimulait un bâtiment bas de béton brut, sans fenêtre, sans drapeau, sans identité, juste une porte métallique incrustée dans la pierre. Quand elle s'ouvrit, un air humide et glacé s'en échappa, comme si l'hiver n'avait jamais cessé derrière ce seuil. À l'intérieur, couloir nu, lampe blafarde, odeur de désinfectant si forte qu'elle brûlait les yeux. On les conduisit dans une salle d'attente, table de métal, 3 chaises, une ampoule pendue à un fil. Puis un homme entra, lunettes rondes, dossier sous le bras, l'allure d'un comptable. Il posa des questions d'une voix neutre, presque polie, antécédents médicaux, blessures anciennes, allergies. Les 3 femmes échangèrent un regard d'alarme, parce que ces questions ne ressemblaient pas à un interrogatoire. L'homme referma le dossier et dit simplement « Vous êtes désormais sujet du bloc 17, pas détenu, sujet ». Puis, comme s'il parlait d'un horaire de train, il ajouta « Le protocole commence au petit matin. Reposez-vous si vous y parvenez ». La porte se referma, et le silence retomba, lourd, étouffant, presque vivant. Le réveil ne fut ni un ordre, ni un coup frappé contre la porte. Ce fut la lumière, blanche, brutale, allumée d'un seul geste dans la petite pièce où elles avaient passé la nuit sans dormir vraiment. Un haut-parleur grésilla, puis une voix sèche énonça comme une simple formalité « Procédure de tri. Sortez immédiatement. » La porte s'ouvrit sans bruit. 2 soldats attendaient, immobiles, et leur froideur mécanique était plus inquiétante qu'une colère. Elles avancèrent, dans un couloir plus large, où l'air sentait le métal et l'eau stagnante, et sur les murs, des traces pâles semblaient indiquer que d'autres mains s'y étaient agrippées avant elles. La salle de tri ressemblait à un vestiaire industriel, sol en ciment, drain central, crochet rouillé, une table, un carnet, un crayon qui grattait déjà. Un jeune officier entra, visage fermé, français cassé. Il désigna un coin de la pièce et prononça l'injonction sans élever la voix, comme un point d'hygiène. « Retirez vos vêtements. Vérification. » Jeanne sentit son estomac se tordre. Anne fit un pas en arrière. Marie eut l'impression que l'air se rétractait dans ses poumons. Elles ne bougèrent pas tout de suite, non par défi, mais parce que leur esprit cherchait encore une logique qui n'existait plus. Alors l'officier ajouta, plus bas, sans menace théâtrale, « Si vous n'obéissez pas, la procédure sera plus difficile. » Ce mot « procédure » était le pire. Il transformait leur honte en dossier, leur peur en rubrique. Jeanne fut la première à trembler, puis à céder, mécaniquement, les yeux fixés au sol, comme si regarder un visage pouvait les faire tomber. Anne suivit, raide, les lèvres blanches. Marie sentit ses mains s'engourdir, comme si son corps tentait déjà de s'absenter. Personne ne riait, personne ne parlait. On notait, on observait avec cette distance glacée qu'on réserve à ce qui n'a plus de nom. On les fit s'agenouiller. Inspection, dit-on. Et l'ampoule au plafond devint un soleil impitoyable. Ce qui suivit ne fut jamais décrit dans les rapports officiels, seulement contourné par des phrases coupées, des silences trop longs, des mots qui s'arrêtent avant d'oser. Les 3 femmes comprirent pourtant, sans explication, que le bloc 17 n'était pas une prison ordinaire, mais une machine qui cherchait à casser l'intérieur avant même de toucher le corps, à remplacer la personne par une ombre docile. Quand tout fut terminé, elles restèrent un moment incapables de se relever, les épaules rentrées,
le regard vide, comme si on leur avait volé une partie de leur voix. Puis on les ramena dans leur cellule, et la porte se referma avec un verrou lourd, définitif. Dans l'obscurité revenue, Anne murmura un seul mot, presque inaudible. « Pourquoi » Jeanne ne répondit pas. Marie, elle, comprit la réponse. Ici, on ne cherchait pas des aveux, on cherchait des limites. Et le protocole n'avait que commencé. La nuit tomba sur le bloc 17 sans transition, comme si quelqu'un avait éteint le monde d'un seul geste. La petite ampoule au plafond trembla un instant, puis resta figée dans une lumière sale qui ne réchauffait rien. Le ciment gelé aspirait la chaleur de leur corps et le silence était si profond qu'ils semblaient respirer avec elle. Jeanne, Anne et Marie restaient assises contre le mur, trop épuisées pour parler, trop conscientes pour dormir. Ici, même les pensées faisaient du bruit. Puis, vers minuit, un son métallique traversa le couloir. Lent, régulier, le bruit d'un verrou qu'on libère. Anne releva la tête brusquement, ses yeux dilatés. « Ils reviennent », murmura-t-elle, sa voix presque étrangère. Ce mot « reviennent » n'était pas un espoir, c'était une condamnation. Les pas s'approchèrent, lourds, mesurés, comme si celui qui marchait savait qu'il avait tout le temps. Ils s'arrêtèrent devant une cellule voisine. Un déclic, une porte qui s'ouvre, puis plus rien. Pas de cri, pas d'appel, seulement ce silence épais, insupportable, qui durait trop longtemps pour être vide. Marie serra ses bras contre sa poitrine, cherchant à retenir quelque chose qui lui échappait déjà. Jeanne ferma les yeux, comptant les battements de son cœur pour ne pas entendre. Dans ce lieu, l'absence de bruit était pire que le bruit lui-même. Les pas reprirent, plus proches. Ils s'arrêtèrent devant leur porte. Le verrou bougea légèrement, juste assez pour annoncer une décision. Les trois femmes cessèrent de respirer. Le temps se brisa en fragments interminables. Puis, sans raison apparente, les pas s'éloignèrent. La porte resta fermée. Marie laissa échapper un souffle tremblant. Anne pleurait en silence, ses larmes coulant sans qu'elle s'en rende compte. Jeanne posa sa main contre le mur, sentant la pierre froide, réelle, seule preuve qu'elle existait encore. La lumière s'éteignit soudain, plongeant la cellule dans une obscurité totale. Elles se rapprochèrent instinctivement, cherchant la chaleur humaine comme la dernière forme de résistance. C'est cette nuit-là qu'elles comprirent la vraie nature du bloc 17. Ici, le pire n'était pas la douleur. Le pire, c'était l'attente. L'attente d'être choisi, l'attente des pas qui s'arrêtent devant votre porte, et la certitude que tôt ou tard, ils reviendraient pour vous. Le lendemain, on ne les réveilla pas avec des cris, mais avec une précision froide. La porte s'ouvrit et deux soldats apparurent, sans expression, sans haine, comme des hommes qui accomplissent une tâche ordinaire. « Debout !» Ce mot suffit. Jeanne sentit ses jambes protester, Anne tremblait encore du froid de la veille, et Marie avançait mécaniquement, comme si son corps obéissait à une force extérieure. Elles furent conduites dans un couloir qu'elles n'avaient jamais vu, plus étroit, plus profond, où l'air semblait plus lourd. L'odeur était différente ici, plus métallique, plus clinique. Au bout, une grande salle éclairée par des lampes blanches révélait une table centrale, des instruments recouverts de drap gris, des carnets ouverts. Et derrière tout cela, un homme en blouse. Il leva les yeux, calmement. Son visage n'exprimait rien, ni colère, ni satisfaction, seulement une concentration vide. « Installez-les », dit-il en français, avec un accent dur. Sa voix ressemblait à celle d'un professeur commençant une leçon. Anne fut attachée à une chaise, Jeanne immobilisée contre une table, Marie placée sous une lumière directe qui brûlait ses yeux. L'homme consulta une feuille. « Chaque organisme réagit différemment », murmura-t-il, comme une évidence scientifique. « Nous devons mesurer. » Jeanne comprit alors qu'elles n'étaient pas interrogées, elles étaient observées. Le froid arriva d'abord,
Un courant d'air artificiel, glacial, dirigé sur la peau, pénétrant lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que le corps oublie comment se réchauffer. Anne serra les dents, son souffle devenant irrégulier. Le crayon de l'homme continuait d'écrire. Puis l'eau, froide, versée lentement, goutte après goutte, transformant le temps en torture silencieuse. Jeanne ferma les yeux, refusant de crier. Marie, elle, subit autre chose, la lumière, blanche, continue, sans pause. Elle détruisait les repères, effaçait les secondes, brisait la pensée. À un moment, Marie murmura, presque sans voix. « Pourquoi » L'homme répondit sans la regarder. « Parce que la guerre exige des résultats. » Puis il ajouta avec une neutralité absolue, « Et parce que personne ne viendra vérifier ce qui se passe ici. » Quand tout s'arrêta, les trois femmes ne bougèrent pas immédiatement. Le silence revint, mais ce n'était plus le même silence. Quelque chose avait été déplacé à l'intérieur d'elles. Elles furent ramenées à leurs cellules. Anne ne parlait plus. Jeanne respirait difficilement. Marie comprit alors que le bloc 17 n'était pas conçu pour tuer rapidement. Il était conçu pour observer combien de temps une personne pouvait rester elle-même avant de disparaître. Villers en Ardennes, 7 novembre 1943. Le froid tombait tôt, un froid qui semblait venir de la terre elle-même, et dès 17 heures les ruelles bleutaient sous une pénombre humide, seulement percée par des lampes à huile derrière des volets clos. Dans ce village, la peur ne criait pas, elle chuchotait. Elle se glissait dans les haies, sous les portes, jusque dans la respiration. Ce soir-là, 3 femmes marchaient d'un pas rapide le long d'une route forestière, sans se regarder trop longtemps, comme si un regard pouvait déjà trahir. Jeanne Morel, couturière et agente de liaison, avançait en tête, la mâchoire serrée. Anne Vasseur, institutrice suspendue par l'autorité d'occupation, gardait son écharpe montée jusqu'au nez, et Marie Allard, infirmière de 22 ans, portait des messages codés cousus dans la doublure de son manteau, avec cette sensation d'avoir un secret vivant contre la peau. Elle ne devait pas revenir au village, seulement traverser la lisière et rejoindre un contact, puis disparaître dans la nuit comme on éteint une bougie. Elles n'en eurent pas le temps. Un projecteur jaillit d'un coup, blanc et violent, coupant l'obscurité comme une lame. Une voix claqua en allemand, sèche, sans colère, comme une consigne déjà répétée 100 fois. Des silhouettes sortirent des sapins, méthodiques, alignées, fusils levés non pour menacer, mais pour empêcher l'idée même de fuir. Ce n'était pas une patrouille, c'était une embuscade préparée. Jeanne fut plaquée contre un tronc, l'écorce lui râpant la joue. Anne tenta un pas de côté, juste un réflexe, et une main la ramena au sol avec une efficacité sans émotion. Marie resta figée, les yeux rivés au givre, le souffle court, consciente que le moindre mouvement aggraverait tout. Un officier s'avança, manteau sombre, bottes impeccables, regard de marbre. Il sortit un carnet, lut 3 noms sans lever les yeux, comme s'il annonçait des objets saisis, puis referma d'un geste sec. Ordre supérieur, transfert immédiat, bloc 17. Ce nom n'appartenait à aucun camp connu, à aucune liste officielle, et c'est précisément ce qui le rendait terrifiant. Un soldat fouilla la doublure du manteau de Marie, découvrit les papiers, esquissa un sourire minuscule, pas humain, puis fit signe. On les lia, on les poussa, on les fit monter dans un camion bâché. Au moment où la bâche retomba, Marie aperçut, derrière un volet entr'ouvert, le regard d'une vieille femme du village. Le volet se referma doucement, sans un mot, comme si la vieille savait déjà ce que signifiait ce nom. Le trajet dura des heures, des virages brutaux, des montées, des descentes, des routes que personne n'emprunte, et l'obscurité effaçait leurs repères. Enfin, le camion s'arrêta, non devant une caserne, mais au fond de la vallée de la Houille, devant une carrière abandonnée où les falaises grises enfermaient le vent et étouffaient les sons. Entre 2 parois rocheuses se dissimulait un bâtiment bas de béton brut, sans fenêtre, sans drapeau, sans identité, juste une porte métallique incrustée dans la pierre. Quand elle s'ouvrit, un air humide et glacé s'en échappa, comme si l'hiver n'avait jamais cessé derrière ce seuil. À l'intérieur, couloir nu, lampe blafarde,
odeur de désinfectant si forte qu'elle brûlait les yeux. On les conduisit dans une salle d'attente, table de métal, 3 chaises, une ampoule pendue à un fil. Puis un homme entra, lunettes rondes, dossier sous le bras, l'allure d'un comptable. Il posa des questions d'une voix neutre, presque polie. Antécédents médicaux, blessures anciennes, allergies. Les 3 femmes échangèrent un regard d'alarme, parce que ces questions ne ressemblaient pas à un interrogatoire. L'homme referma le dossier et dit simplement « Vous êtes désormais sujet du bloc 17, pas détenu. Sujet. » Puis, comme s'il parlait d'un horaire de train, il ajouta « Le protocole commence au petit matin. Reposez-vous si vous y parvenez. » La porte se referma, et le silence retomba, lourd, étouffant, presque vivant. Les jours suivants perdirent toute structure. Le bloc 17 n'était plus un lieu, mais un mécanisme, et chaque heure semblait conçue pour effacer ce qui restait de volonté. Anne n'était jamais revenue. Son absence occupait la cellule comme une présence invisible, un vide qui respirait entre Jeanne et Marie. Pourtant, quelque chose changea brutalement un matin. Un grondement lointain fit vibrer les murs, puis un autre. La poussière tomba du plafond en fines traînées grises. Jeanne releva la tête. « Des bombardements », murmura-t-elle. Les Alliés approchaient. Dans les couloirs, les pas des soldats devinrent plus rapides. Des ordres claquaient, plus nerveux, moins maîtrisés. Le bloc 17, pour la première fois, semblait vulnérable. Ce jour-là, alors qu'on les transférait vers une autre salle, une secousse plus forte plongea le couloir dans une semi-obscurité. Les lampes vacillèrent. Et Marie vit quelque chose. Une porte latérale habituellement fermée était entr'ouverte, juste assez. Son cœur accéléra. Elle tira discrètement la manche de Jeanne. Là. Jeanne comprit immédiatement. Ce n'était peut-être rien, peut-être un piège, mais rester signifiait disparaître. Elles avancèrent lentement, sans courir, comme si elles suivaient encore les règles. Une nouvelle explosion secoua la montagne. Les lumières s'éteignirent complètement. L'obscurité devint leur allié. Elles glissèrent dans l'ouverture. Derrière, un passage étroit descendait dans la roche. L'air y était plus froid, plus ancien. Elles avancèrent à tâtons, leurs mains glissant sur la pierre humide. Derrière elles, des voix allemandes résonnèrent soudain. La porte avait été découverte. « Halte !» cria une voix. Jeanne attrapa la main de Marie. « Continue, peu importe ce qu'il y a devant. » Le tunnel se resserrait. Elles durent ramper. Leurs vêtements se déchirèrent contre la roche. Le souffle leur manquait. Puis un craquement sinistre retentit. Une partie du plafond céda. Des pierres tombèrent autour d'elle. Jeanne fut frappée à l'épaule, mais resta consciente. Elle serra les dents. « Avance !» Marie refusa de la laisser derrière. Elle la tira centimètre par centimètre, ignorant la douleur dans ses bras. Les voix derrière elle se rapprochaient. Puis soudain, le passage s'ouvrit. L'air changea, plus vaste, plus froid. Elles tombèrent sur le sol d'une cavité immense. Un ancien puits d'extraction, des poutres brisées, du silence et quelque chose d'autre. Marie vit un morceau de tissu, déchiré, familier. Elle s'approcha lentement. Son cœur refusa de continuer. Elle reconnut l'étoffe, celle que Anne portait. Jeanne comprit sans un mot. Plus loin, à moitié dissimulée sous des pierres, une forme humaine immobile reposait dans l'ombre. Anne n'avait jamais été transférée. Elle avait été effacée. Marie sentit ses jambes céder. Jeanne la retint. « On ne peut plus rester », murmura-t-elle, car dans cet endroit, rester signifiait rejoindre les ombres. Elles avancèrent vers une fissure où un courant d'air glacé descendait. Là-bas, il y avait peut-être une sortie ou une autre fin, mais elles n'avaient plus le choix. Le passage inclinait vers le haut, étroit, hostile. Mais il portait quelque chose que Marie n'avait plus ressenti depuis des semaines. L'air vivant. Chaque pas était une lutte. Jeanne avançait avec difficulté, son épaule blessée laissant une trace sombre sur la pierre, mais elle refusait de ralentir. Derrière elle, les voix des soldats résonnaient encore, étouffées par la roche,
comme si la montagne elle-même hésitait à livrer ses prisonnières. Puis, une lumière apparut, faible, grise, réelle.